Comment peut-on être montagnard? Alors c'est une question qui peut vous sembler très très simple, très bizarre, très naïve. Il n'y a peut-être pas de quoi parler pendant un quart d'heure sur une question comme celle-là. Je vais essayer de vous montrer le contraire. La question, elle n'est pas si simple et si naïve que ça. Non seulement elle mérite qu'on y réfléchisse à 2 fois, 3 fois même peut-être. Et j'aimerais vous montrer également qu'avec cette question, on peut aussi réfléchir à nos sociétés et au fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui et la façon qu'on a de construire des identités collectives, de construire des identités politiques, de se définir individuellement et collectivement, et que c'est un très gros enjeu de nos sociétés contemporaines. Alors pour commencer, et puis vous faire prendre conscience peut-être du caractère pas si naïf de cette question, j'en ai, non pas 3 questions, mais j'ai 3 énoncés à vous proposer, j'ai besoin de votre participation. Que vous me disiez, énoncé après énoncé, ils vont apparaître sur l'écran, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cet énoncé. Je vais vous demander simplement de lever la main, si vous êtes d'accord. On est montagnard parce qu'on habite en montagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, pas la moitié, un petit peu, apparemment c'est pas suffisant. Ok. Une deuxième façon de dire, on est montagnard parce qu'on aime la montagne et on pratique la montagne. Qui sera d'accord avec ça? Davantage. Bien, merci. Et le troisième énoncé, on est montagnard quand on est suisse. Moins de bras, mais par contre avec de l'enthousiasme. Ok? Merci bien. Alors je vous propose de reprendre ces 3 énoncés qui sont tout à fait anodins au premier abord et qui ne le sont pas en fait. Parce que ça correspond à 3 façons de définir le montagnard, de penser le montagnard, et je vais vous montrer que ces 3 façons ont une histoire et une actualité. Je commence par le premier. On est montagnard quand on habite en montagne, vous étiez à peu près un quart de l'assistance à dire que vous étiez d'accord avec cet énoncé. Est-ce que c'est si simple que ça, de dire les choses comme ça? Ça supposerait d'abord de se mettre d'accord sur ce qu'est une montagne. Et ça supposerait de se mettre d'accord sur l'idée que, parce qu'il y a des montagnes et des gens dans les montagnes, ces gens-là méritent d'être appelés des montagnards. Formulation bien compliquée pour une idée qui vous paraît très simple, elle n'est pas si simple que ça. Elle a une histoire, on est habitué à cette formulation-là, mais elle a une histoire que je vais vous raconter rapidement. D'abord, se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une montagne. Vous le savez peut-être, on parle de montagne dans quantité de contextes un peu différents. Il y a des endroits dans le monde où on parle de montagne alors que pour vous, c'est peut-être pas des montagnes, ou peut-être plus des montagnes. À côté de la ville de Reims, par exemple, en Champagne, en France, vous avez un rebord de plateau, ce qu'on appelle une cuesta, quand on est un peu géomorphologue, qu'on appelle la montagne de Reims. Et puis c'est aussi un parc naturel régional. Et pour les Rémois, pour les habitants de la ville de Reims, c'est une montagne, parce que ça s'appelle la montagne de Reims. Pour des Valaisans, pour des Suisses, je doute que vous soyez tout à fait d'accord avec l'énoncé. Même chose à Montréal, au centre de la ville de Montréal, vous avez ce qu'on appellerait maintenant une grosse colline que les Montréalais se plaisent à appeler la montagne. Et depuis très longtemps, depuis le XVIIe siècle. Ou bien, à Paris, vous avez le Montparnasse, vous avez Montmartre, et puis depuis Montmartre, la photographie est prise ici depuis Montmartre, vous avez quelque chose qui correspond à notre quartier latin qu'on appelle la montagne Sainte-Geneviève. Est-ce que pour autant, les étudiants qui vont à la Sorbonne, ou bien les gens qui font les rues, les magasins ou les restaurants de la rue de la Huchette sont des montagnards? Ça colle pas bien. Tout simplement parce qu'à Reims, à Montréal, à Paris, on a appelé ça des montagnes avant que nous, on définisse la montagne comme on l'entend aujourd'hui. Pas simplement dans le Valais et en Suisse, mais un peu partout dans le monde. Donc il a fallu se mettre d'accord sur une définition de la montagne. Et la définition de la montagne qu'on a aujourd'hui, un peu floue, hein. J'aurai peut-être l'occasion de vous dire que les scientifiques ne sont pas bien d'accord sur la définition de la montagne aujourd'hui. Mais en tout cas, dans nos représentations collectives, l'idée qu'on se fait de la montagne, c'est essentiellement des terres hautes, avec une définition liée à l'altitude, liée éventuellement au volume de la montagne elle-même, au milieu écologique qui la caractérise, et c'est une définition qui apparaît au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, à la faveur du travail des naturalistes, des spécialistes d'histoire naturelle. Et il a fallu attendre la cartographie en particulier, notamment la cartographie de détail comme celle-ci. Là vous avez une planche cartographique qui dépend d'un atlas qui a été réalisé à la fin du XVIIIe siècle à l'échelle de tout l'Empire austro-hongrois, donc où les Alpes commencent à prendre de l'épaisseur, commencent à devenir une sorte de milieu naturel, un type de région, dans lequel on imagine volontiers qu'il y a des habitants qui sont en rapport avec la montagne correspondante. Parce que les naturalistes, et les hommes, les femmes, les philosophes, les savants du XVIIIe siècle, pensent la nature dans les rapports avec les habitants qui habitent cette même nature. Donc on a inventé l'expression montagnard quand on s'est mis d'accord à peu près sur ce qu'étaient les montagnes, et quand on a pensé que les individus que nos ancêtres étaient en forte relation avec leur milieu naturel. Donc le mot, l'expression, a son histoire. Une histoire scientifique, une histoire savante, une histoire philosophique. Et du coup, on a commencé à voir apparaître une caractérisation extrêmement stéréotypée, dans un premier temps, des fameux montagnards. Ici, vous avez 3 images, 3 vignettes qui sont prises d'une petite page
d'une page d'un petit ouvrage de vulgarisation géographique qui présente les grands milieux naturels et la diversité des populations du monde, eh bien les montagnards sont représentés de cette façon-là. Un montagnard de l'Himalaya, un montagnard du Caucase, un guide alpin. Voilà 3 stéréotypes qui s'installent dès le XVIIIe siècle, qui se stabilisent au XIXe siècle, et par lesquels on a commencé à penser les montagnards, toujours dans leur rapport avec la montagne naturelle, avec le climat, avec la pente, avec les contraintes du milieu. C'était la façon de penser les choses au XVIIIe siècle. Et ça ne s'est pas limité, comme vous l'avez compris, avec le Caucase et l'Himalaya, uniquement à nos régions à nous, mais dans le cadre de la colonisation, on a commencé également à caractériser les populations des hauts plateaux de montagnards, quelle que soit ou quelle qu'ait été la façon qu'ils avaient eux-mêmes de se désigner. Par exemple, les colonisateurs français, l'administration coloniale française en Indochine a pris l'habitude d'appeler toutes les populations extrêmement diverses, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres en termes de langue, de culture, de religion, des hauteurs de l'Indochine, les Moy. Vous allez me dire, Moy, c'est pas un mot français, c'est un mot viet. La langue viet, qui est la langue du Vietnam aujourd'hui, est une langue des plaines. C'est les Viet qui avaient pris l'habitude de qualifier toutes ces populations qu'ils ne connaissaient pas de Moy. Et les Français ont repris l'expression. Il n'y a personne qui, dans ces hauteurs aujourd'hui, s'appelle Moy, se définit comme étant Moy. Au-delà et en complément de cette caractérisation un petit peu scientifique et savante, je parlais déjà tout à l'heure de stéréotypes, la philosophie, le tourisme, la littérature touristique ont multiplié les images, les caractérisations morales, psychiques. Le montagnard, non seulement il était censé être de son milieu naturel, mais il devait être aussi marqué dans son âme, dans ses modes de pensée, par la montagne environnante. Et donc les stéréotypes ont continué à apparaître, à surgir, et vous les connaissez tous, en bas à droite, Julie, la valaisanne, l'amoureuse de Saint-Preux, le dépressif genevois, le mélancolique, comme on disait à l'époque, et qui va sauver Saint-Preux de sa dépression en lui faisant découvrir les charmes de la montagne, de l'amour et de la simplicité. Julie est l'incarnation de la bonne sauvage, telle que Rousseau la préconise ou la vante dans sa philosophie. Un peu à l'opposé, le crétin des Alpes. Beaucoup de montagnards ont été qualifiés de crétins à un moment ou à un autre, entre autres dans les Alpes, entre autres en Valais, je suis désolé, entre autres dans le Val d'Oise, entre autres en Haute-Savoie ou en Savoie. Bref, le crétin fait partie de ces stéréotypes montagnards, c'est-à-dire quelqu'un qui est marqué par la montagne, y compris dans son intellect, avant qu'on découvre qu'on était d'abord et avant tout crétin à cause de la consanguinité qui frappait les populations de montagne comme les populations insulaires et surtout les familles royales d'Europe. Mais ça, il ne fallait pas le dire. Ou bien le guide de haute montagne, qui était vertueux, extrêmement habile dans la fréquentation de la montagne, par héritage, sur un mode génétique, pas parce qu'il avait appris, mais parce qu'il était de la montagne, il avait toujours appris à gravir les montagnes. Donc vous voyez que je suis en train de dériver là d'une caractérisation qui se veut savante, naturaliste, vers des stéréotypes sociaux, philosophiques, avec une dimension véritablement politique. Le montagnard est-il bon sauvage, mauvais, simple d'esprit, voire un problème? Le montagnard devient un problème en Suisse à la fin du XIXe siècle, mais aussi en France, en Autriche, en Espagne. À l'époque des grandes inondations, vous en avez tous entendu parler, pour les plus valaisans d'entre vous, parce que ça concerne le Rhône en particulier, mais aussi les grandes villes périalpines. Et ces inondations, vous le savez peut-être, ont été attribuées à l'inconscience des montagnards, qui déboisaient, qui surpâturaient, qui mettaient des chèvres partout et des moutons partout. On a commencé à leur interdire, on a commencé à mettre en place des politiques forestières, et le montagnard a été stigmatisé comme étant le fauteur de troubles, le problème, véritablement, de la gestion forestière et hydraulique dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Ici, une image extraite d'un petit ouvrage de vulgarisation, justement, qui fait la promotion de ces politiques forestières. Vous avez là une image d'un berger qui, visiblement, n'est pas très heureux de sa condition et un troupeau un peu chétif. Vous voyez autour un paysage absolument désolé. Le commentaire de l'image, triste auteur de sa propre ruine, les moutons lui semblent réclamer l'herbe absente. On voit les restes des arbres brûlés par le dernier incendie que, dans son inconscience, il a lui-même allumé. Donc le montagnard est volontiers stigmatisé. Bien sûr, il est loué par des gens comme Rousseau, mais la plupart du temps, au XIXe siècle, il est stigmatisé, et encore beaucoup moins en Suisse que dans d'autres pays comme la France ou comme l'Italie. C'était le premier énoncé, auquel certains d'entre vous ont adhéré, le montagnard comme étant, encore une fois, celui qui est défini par la montagne un peu à son insu, parce qu'on n'a pas l'habitude, à ce moment-là, dans les campagnes, dans les vallées de montagne, de se définir comme montagnard. On est valaisan, on est anivard, mais on n'est pas montagnard. Deuxième façon de faire, on est montagnard parce qu'on aime la montagne et on pratique la montagne. Vous êtes une majorité à souscrire à cet énoncé, c'est très très récent. C'est très récent, on commence à voir apparaître cette façon de faire uniquement au milieu du XIXe siècle. Je reviens sur cette photo. C'est une photo extrêmement intéressante, où vous avez le fameux crétin des Alpes emblématique. Alors, rassurez-vous, il n'est pas valaisan, celui-là, il est dauphinois. Mais vous voyez bien que non seulement sur la photo, vous avez également un alpiniste, un grenoblois, et vous avez un photographe, lui-même alpiniste.
Et cette photographie est une superbe façon de mettre en scène ce différentiel social qu'on introduit au début du XXe siècle, la photo date des années 1920, où il y a une nouvelle catégorie de personnes, les alpinistes, qui vont commencer à dire les montagnards, c'est nous, c'est pas lui, c'est nous. Parce que nous, on sait gravir la montagne, parce que nous, on la connaît, la montagne. Le cas échéant, on fait partie de club alpin, et on construit une connaissance sur la montagne, on intervient sur les décisions politiques à l'échelle des États sur le devenir de la montagne. Une des personnes qui a joué le plus grand rôle dans la construction de cette image du montagnard, alpiniste, c'est Edward Whymper. Vous en avez tous entendu parler, notamment cette année, les 150 ans de l'ascension du Cervin, le premier grimpeur à être arrivé au sommet du Cervin. Whymper avait le plus grand mépris pour les populations de montagne. Il y a quelques guides trouvés grâce à ses yeux, à Zermatt, à Chamonix, il les a pris avec lui pour ratisser les Alpes et faire quantité de premières, mais il avait un très très grand mépris pour les montagnards, y compris pour la plupart des guides, qui à ses yeux n'étaient pas aussi bons que lui. Il avait raison, sur le fond. Whymper a revendiqué l'appellation de montagnard, l'identité montagnarde, comme beaucoup d'alpinistes à l'époque, et une illustration de cette revendication identitaire, c'est la tombe qu'il a choisi d'avoir. Whymper est enterré à Chamonix, et il est le premier dans l'histoire des monuments funéraires à choisir un monument funéraire de ce type-là, un morceau des aiguilles de Chamonix, en guise ou en lieu et place d'une stèle, plus classique, qui marquait encore une fois le souci d'exister sur le long terme, bien après sa mort, comme étant un vrai montagnard. Troisième énoncé, sur lequel vous vous êtes prononcé, une toute petite minorité, on est montagnard parce qu'on est suisse. Là aussi, c'est une image qui est très partagée en Suisse et très partagée ailleurs dans le monde. Le fait d'être suisse semble devoir définir chacun des Suisses comme étant des montagnards. D'où ça vient cette histoire? Des touristes, des artistes, des philosophes, pas des Suisses eux-mêmes. Elisabeth Vigée-Lebrun, une portraitiste célèbre du XVIIIe siècle, a réalisé ce tableau qui représente les premières fêtes d'Unspunnen au début du XIXe siècle, et a contribué avec beaucoup d'autres, Rousseau notamment, à forger le mythe du montagnard, démocrate, soucieux de son autonomie, bref, le petit modèle de la démocratie européenne qu'on cherche à vanter à l'époque. Et vu de loin, tous les Suisses sont des montagnards de ce type-là, sont tous des gens de l'Oberland bernois, d'une façon ou d'une autre. Et la Suisse elle-même s'est emparée de cette image en reproduisant une iconographie de la montagne mise au service de la célébration de ses institutions politiques, la fresque de Gigon au Palais fédéral, ou bien le culte célébrissime, bien sûr, de Guillaume Tell, et de façon générale de la montagne dans les expositions nationales ou les expositions universelles. La Suisse n'est pas la seule à l'avoir fait, parce qu'elle a fait école, quelque part, dans pas mal de pays du monde, notamment l'Écosse, quand les Écossais ont commencé à en avoir vraiment marre des Anglais. Ils ont commencé à se définir au milieu du XIXe siècle comme étant des montagnards, c'est-à-dire des gens qui avaient à leur portée des choses que les Anglais, eux, n'avaient pas. Vous voyez donc qu'avec ces trois façons, les trois énoncés que je vous ai donnés, sont trois façons de caractériser le montagnard de façon extrêmement différente. Sur le mode d'une identité sociale, on est dit être montagnard de loin par Rousseau, par d'autres, ou par Elisabeth Vigée-Lebrun. L'identité personnelle et collective, je me sens montagnard. Et je me sens montagnard, aussi montagnard que des personnes qui se disent montagnards. Donc une définition personnelle, intrinsèque, je le veux. Et l'identité politique, elle était déjà présente. Les clubs alpins qui veulent décider pour les autres, les montagnards mauvais gestionnaires des pâturages qui sont stigmatisés, ou bien l'imaginaire national helvétique ou écossais qui célèbre l'image de la montagne. Ces trois formes d'identité tournent ensemble. Elles se sont alimentées les unes les autres. Et elles se sont renforcées dans une sorte de spirale qui conforte chacune de ces identités d'une façon ou d'une autre. J'aimerais vous montrer que tout cela est extrêmement actuel et aujourd'hui plus politique que jamais. Parce que dans un monde très interconnecté, les sociétés qui sont les nôtres, très interconnectées, très européanisées, très mondialisées, la façon que chacun d'entre nous avons de nous définir, avec la montagne ou avec autre chose, elle joue un rôle de plus en plus important dans notre façon d'exister dans l'espace public et de contribuer au débat. Donc c'est poser très vite la question de savoir, non plus qu'est-ce que c'est que la montagne, ça on laisse ça aux naturalistes, mais qu'est-ce que c'est que d'être montagnard et qu'est-ce que ça veut dire politiquement de dire je suis montagnard, nous sommes les montagnards, sous-entendu vous ne l'êtes pas. Évidemment, vous comprenez que quand on dit nous sommes les montagnards, ça veut dire que nous avons le droit de faire ce que nous voulons de nos montagnes. Type de discours que vous connaissez bien en Suisse, et en Valais en particulier, parce que les dernières votations de ces dernières années ont fait que les Valaisans et les élus politiques du Valais ont beaucoup utilisé cette rhétorique. Nous sommes les montagnards et on sait ce qu'il faut faire avec les résidences secondaires ou avec l'aménagement du territoire. C'est pas très vieux, mais ça remonte à quelques décennies. Ça commence en Suisse à nouveau dans les années 20. Quand vraiment les hôteliers, les restaurateurs, les prestataires de services touristiques dans la région de montagne commencent à dire « laissez-nous faire le développement touristique » dans les Alpes, ils commencent à se dire montagnards. Uniquement dans les années 1920. Avant, personne n'utilisait l'appellation, sauf les alpinistes, c'est-à-dire d'autres.
Les années 1940, le syndicat des paysans de montagne, qui s'institutionnalise en Suisse, et puis une association équivalente en Italie, dans les années 50, en France, dans les années 80. Dans les années 90, une organisation comparable à l'échelle de l'Union européenne. Quand la montagne devient un objet d'aménagement du territoire de l'Union européenne, eh bien vous avez des montagnards des différents pays qui se fédèrent et qui se reconnaissent derrière cette même appellation. Et puis plus récemment encore, et ça c'est tout à fait spectaculaire, depuis le sommet de la Terre, 1992, qu'on appelle également la conférence de Rio, la grande conférence sur l'environnement et le développement, on commence à avoir un vrai souci au niveau international de ce que sont les montagnes et de comment il faut les gérer, globalement pour promouvoir du développement durable dans les régions de montagne. L'agenda 21, qui est le document qui sort de la conférence de Rio, a un chapitre spécifique, pour la première fois de l'histoire des grandes conférences internationales, dédié à la montagne. Et dans la foulée, on décide de créer une année internationale de la montagne. Peut-être que vous en avez le souvenir, c'était en 2002. Beaucoup de choses se sont passées en Valais cette année-là. Et hop, aussitôt après, naît une association des populations de montagne du monde, à l'initiative de Français et d'Italiens, mais peu importe. Et vous avez dans cette association des gens qui sont dans des montagnes extrêmement variées à l'échelle de la planète, qui ne parlent pas les mêmes langues, qui n'ont pas les mêmes cultures, pas les mêmes religions, autrement dit, qui se comprennent très très peu, mais qui ont jugé utile de se mettre ensemble pour peser sur les discussions internationales, négocier des choses avec les organisations internationales, bref, être présent dans le débat politique. Illustration locale, et j'en ai terminé avec ça, illustration locale de cette mondialisation des identités montagnardes qui sont revendiquées. Cet événement culturel qui a lieu, ou qui avait lieu, je ne sais pas s'il existe encore, à Evolène, tous les 2 ans, les CIM, qui sont quelques journées de commémoration culturelle sur les folklores montagnards, rassemble comme ça des représentants, vous le voyez ici, des Tatras polonaises et des Alpes slovènes, des Pyrénées espagnoles, pour célébrer tous ensemble le fait d'être montagnard dans le contexte européen. Donc voilà une illustration de cette européanisation ou mondialisation des identités montagnardes. Conclusion, morale de l'histoire si vous voulez. Être montagnard, c'est pas si facile de définir ce qu'est un montagnard. Comment peut-on être montagnard? Il y a plusieurs façons, vous l'avez compris, de se définir de cette façon-là. Mais c'est de plus en plus politique. C'est un enjeu de plus en plus politique, et c'est pas du tout le propre de la montagne. Vous savez tous qu'on parle de plus en plus d'identité collective, d'identité politique. On se positionne tous, et de plus en plus, sur un mode identitaire. Et bien, parmi ces façons de construire de l'identité collective, il y a des ressources qui sont liées au paysage, au type de milieu, au type d'environnement. Et chacun d'entre nous est amené, à un moment ou à un autre, à se définir de telle ou telle façon géographiquement, en plus que professionnellement ou ce genre de choses, et intervenir dans le débat public au nom de ces identités